soignante depuis 6 ans dans une grande clinique au cœur de la capitale. Pas dans le hall moderne avec ses équipements flambants neufs, non. Dans le hall nord, celle que les collègues appellent entre eux, le couloir oublié. Amara soigne avec son âme. Toujours douce, jamais pressée, même quand ses pieds la font souffrir après 12 heures debout. Même quand le chef de service lui reproche d'être trop lente parce qu'elle prend le temps de regarder les patients dans les yeux avant de parler. Ce matin-là, un silence bizarre règne dans l'aile ouest. Des blouses blanches se regroupent dans le couloir en échangeant des regards lourds. Quelqu'un a fermé une porte à double tour. Une aide-soignante pleure debout contre le mur, les bras croisés sur la poitrine. Amara s'approche et pose la question simplement, qu'est-ce qui se passe ici? Les réponses se dérobent. Mais une collègue lui glisse à l'oreille, la nouvelle patiente. Son cas est impossible à expliquer. Elle est arrivée cette nuit. Personne ne sait d'où elle vient. Amara pousse doucement la porte. Dans la pénombre de la chambre, elle découvre une vieille dame d'environ 60 ans allongée sur le lit blanc. Son corps semble se consumer de l'intérieur. Sa peau se craquelle comme une terre desséchée sous un soleil de plomb. Son abdomen noircit par endroits, comme si une flamme invisible le rongeait lentement. Ses muscles semblent fondre sous ses propres yeux. Et autour d'elle, un silence qui n'est pas naturel, pas le silence du repos, mais celui d'un espace où le temps lui-même retient son souffle. Et pourtant ses yeux, eux, sont grands ouverts. Clairs. Vivants. Une présence intense habite ce regard qui ne correspond pas à ce corps en ruine. Une odeur âcre et étrange remplit l'espace, quelque chose entre le bois brûlé et les herbes séchées après la pluie. Amara retient son souffle. Les autres ont reculé. Elle avance. Un médecin murmure derrière elle. Aucun diagnostic ne tient. Ce n'est pas une infection. Pas un empoisonnement. Aucune pathologie connue ne correspond à ce tableau clinique. Nous avons transmis les données à 3 laboratoires différents. Rien. Un interne baisse la voix encore davantage. Ça dépasse la médecine. Moi, j'entre plus là-dedans. La porte se referme. La vieille dame se retrouve seule. Abandonnée comme un mystère dont personne ne veut être responsable. Amara regarde autour d'elle. Elle inspire lentement, tire une chaise, et s'assoit près du lit. Malgré l'odeur. Malgré la peur qui remonte dans sa gorge. Malgré tout. La vieille dame tourne la tête. Ses yeux brillent de surprise, d'une surprise si sincère qu'on dirait qu'elle ne l'avait pas prévue. Pourquoi tu ne pars pas? Demande-t-elle, la voix rauque, comme abîmée par des années de silence. Amara réfléchit un instant. Puis elle répond, sans chercher ses mots. Parce que vous êtes une personne. Et toute personne mérite qu'on reste à ses côtés, même quand les autres s'en vont. La vieille dame ferme les yeux. Un long silence. Puis, du coin de ses lèvres craquelées, un sourire fragile apparaît, le sourire de quelqu'un qui avait perdu espoir d'être vu. Merci, ma petite. Tu es la première à rester vraiment. Depuis très, très longtemps. Amara réajuste les draps, nettoie doucement le front avec un linge humide, s'assure que la perfusion coule bien. Elle parle à voix basse, pas des informations médicales, mais des mots simples. Elle lui demande si elle a chaud. Si elle veut qu'on baisse la lumière. Chaque geste simple redonne un peu de dignité à cette femme que tout le monde fuit. Dans le couloir, les chuchotements continuent. Elle est courageuse, ou complètement inconsciente. Mais Amara n'entend plus rien. Elle sait juste que ce soir, dans cette chambre, elle est la seule présence humaine que cette femme possède. La vieille dame pose les yeux sur elle et dit, comme si chaque mot pesait une vie entière. Ne pars pas encore. Quand tu es là, je respire mieux. Amara reste. Elle ne sait pas encore que ce moment va tout changer. Le jour touche à sa fin. La lumière du soir colore les murs de la clinique d'un orange tiède. Amara a terminé son service, mais quelque chose la retient, une main invisible posée sur son épaule. Elle range ses affaires, enfile son manteau, puis fait demi-tour. Elle repousse la porte de la chambre une dernière fois. La vieille dame est éveillée. Ses yeux brillent différemment ce soir, une lueur plus vive, plus dense, presque surnaturelle. Comme si, à mesure que le corps s'éteignait, quelque chose d'autre s'allumait. Ma petite, approche, dit-elle d'une voix posée mais grave. Vous allez bien ce soir? Demande Amara, une légère inquiétude dans la voix. Cette nuit sera ma dernière, répond la femme sans trembler. Avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà tout réglé. Amara s'arrête net. Ces mots-là, dans une bouche pareille, n'ont rien d'anodin. La vieille dame glisse une main sous l'oreiller et en sort un petit sachet en tissu couleur sable noué avec un fil rouge. À l'intérieur, des petits gâteaux ronds, couleur miel, qui semblent dorés à la perfection. Ils brillent légèrement sous la faible lumière de la chambre d'un éclat qui n'appartient pas tout à fait à ce monde. Ils dégagent une odeur chaude, presque réconfortante, comme si quelqu'un venait de les sortir d'un vieux four en pierre, quelque part dans un village qu'on ne retrouve plus sur aucune carte. Goûte avec moi, dit la femme en tendant le sachet. Amara hésite. Le règlement interdit de consommer quoi que ce soit offert par un patient. Mais le regard de cette femme si lourd de solitude, si sincère dans sa reconnaissance, la paralyse. Elle s'assoit. Elle prend un gâteau. Elle croque. Ses yeux s'écarquillent. C'est extraordinaire. Comment vous avez fait ça? La vieille dame sourit doucement. Je sais, dit-elle simplement. Amara croque encore. On dirait le goût de l'enfance. Non plus que ça. On dirait le goût d'un souvenir qu'on n'a jamais vécu mais qu'on reconnaît quand même. La femme dit, c'est pour ça que je t'ai attendu.
Je voulais partir avec une douceur en bouche. Et la partager avec quelqu'un de vrai. Un silence doux enveloppe la chambre. Pour la première fois depuis des heures, Amara oublie tout, l'odeur, la maladie, le règlement. Elle est juste là. Humaine. Présente. Puis la vieille dame reprend d'une voix qui change de registre. Écoute-moi bien maintenant. Elle désigne un grand sac de jute posé au pied du lit, dont Amara n'avait pas remarqué la présence. Prends-le. Pourquoi? Demande Amara en fronçant les sourcils. Tu en auras besoin. Très vite. La vieille dame pose le sac dans ses bras. Il est étonnamment lourd pour des gâteaux, comme s'il contenait quelque chose d'invisible en plus. Quand les effets commenceront, n'aie pas peur. Quels effets? Demande Amara, la gorge serrée. Tu verras, répond la femme sans la regarder. Puis elle pose une main sur la sienne. Une main glacée, froide comme le marbre en hiver. Tu es resté quand tout le monde est parti. C'est pour ça que c'est toi que j'ai choisi. Maintenant c'est à mon tour. Elle ferme les yeux. Respire une seule fois profondément. Et murmure, presque inaudible, que le ciel veille sur ton chemin. Quelques heures plus tard, Amara revient vérifier. La vieille dame s'est éteinte, silencieuse, paisible. Le visage enfin détendu comme quelqu'un qui vient de poser un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Et le sac de gâteaux attend dans le coin. Comme si l'histoire venait juste de commencer. Amara rentre chez elle ce soir-là, bouleversée. Le sac dans les bras. Les questions dans la tête. Une fois chez elle, un petit appartement au 3e étage, propre mais modeste avec ses rideaux beige et son canapé un peu fatigué, elle pose le sac sur la table. Elle le fixe longuement. Elle tourne autour comme si elle attendait qu'il lui parle en premier. Il ne se passe rien. Pas de son. Pas de lumière. Juste ce silence pesant. Pourquoi elle m'a donné ça? Murmure-t-elle. Elle mange un peu du riz réchauffé qu'elle avale sans vraiment le goûter, prend une douche, va se coucher. Le cœur serré, les pensées floues. Le sac reste sur la table comme une présence. Cette nuit-là, Amara sombre dans un sommeil profond, plombé, sans rêve. Puis, aux alentours de 3 heures du matin, tout bascule. Elle se réveille avec une pression violente dans la poitrine, comme si quelque chose remontait de l'intérieur. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle s'assoit, la main sur le sternum. La pression monte encore pas douloureuse, mais irrésistible. Elle cherche son téléphone mais ses doigts tremblent trop. Je vais mourir. Les gâteaux. Mon Dieu. Soudain, une masse remonte. Elle tousse violemment. Et la PS cherche une explosion silencieuse. Son lit se couvre d'un flot de billets. Des dizaines. Des centaines. Comme une fontaine qui ne s'arrête pas. Des billets sortent de sa bouche comme une vague. Ils tourbillonnent dans le terre avant de se poser. Le silence qui suit est absolu, plus absolu encore que celui de la chambre de la vieille dame. Amara ne bouge plus. Elle regarde autour d'elle. Elle regarde ses mains. Elle prend un billet. Le retourne. Le frotte entre ses doigts. Souffle dessus. Mon Dieu. C'est réel. Elle veut crier mais il est 3 heures du matin et ses voisins dorment. Mais qu'est-ce que je suis devenue? Elle se lève en titubant, les cheveux dans tous les sens. Est-ce que je suis encore moi-même? Ou je suis devenue un distributeur automatique en pyjama? Elle veut parler mais tousse encore. Et plouf, un dernier billet tombe. Un billet de grande valeur. Elle ouvre grand les yeux. Non. Attendez. Attendez. Elle ramasse. Elle compte. Elle recompte. Ses mains tremblent tellement qu'elle s'y reprend 3 fois. Elle étale tout sur le lit. Fait des piles. Recommence. Quand elle réalise le montant total, elle s'assoit à même le sol et reste là, dos au lit, les yeux dans le vide. 75 millions. En une seule nuit. Moi, Amara, aide-soignante du couloir oublié. Elle commence à tourner en rond dans le salon, les billets collés à ses pieds comme des feuilles mortes après la pluie. Est-ce que je rêve debout? Quelqu'un me pince s'il vous plaît. Elle se pince la joue. Aïe. C'est bien réel. Elle s'arrête brusquement. Les yeux ronds. Donc à chaque fois que je tousse, je deviens riche, mais c'est quoi ce scénario? Elle tient un billet sous la lumière de la cuisine. Mon Dieu, est-ce que c'est une bénédiction, ou le début d'un désastre qui a mis un costume doré? Elle tourne lentement la tête vers le sac de gâteaux posé sur la table. Un frisson traverse tout son corps, pas de froid, mais de compréhension. Elle comprend une chose, ce qui vient de se passer n'appartient pas au monde ordinaire. Sa vie vient de basculer, mais elle ignore encore à quel prix. Les jours qui suivent ressemblent à un rêve éveillé légèrement teinté de terreur. Amara vit avec une boule dans la gorge et une excitation qu'elle ne peut pas cacher. Chaque soir, à la même heure, elle tousse, elle tremble et vlant une nouvelle pluie de billets. Encore 75 millions. La première nuit, elle a paniqué. La deuxième, elle a pleuré. La troisième, elle a dit tout bas, « Seigneur, je suis devenue une banque centrale, ou quoi ?» Mais au fond d'elle, une question la ronge sans cesse. Est-ce que je parle de ça à quelqu'un? Elle s'imagine la scène. On va dire que j'hallucine. Que j'ai perdu la tête. Que je fais quelque chose d'illégal. Non. Personne ne peut comprendre ça. Même moi j'ai du mal. Alors elle garde tout pour elle. Pendant une semaine entière, elle ne sort presque plus. Elle vit recluse, comme une ermite riche. Sa cuisine ressemble à une chambre forte. Son salon a un bureau de comptable. Son lit a un coffre-fort ambulant.
Elle fait des allers-retours entre les pièces en comptant et recomptant les liasses qu'elle range dans des sacs de supermarché, dans des boîtes à chaussures, sous le matelas. Chaque fois qu'elle entend un bruit dans l'escalier, elle se fige. Et si un voisin remarquait quelque chose? Si on entendait les billets tomber à travers les murs? Et sourit malgré elle. Elle sait qu'elle n'a plus vraiment besoin de ce travail. Mais elle n'ose pas encore le dire à voix haute. Pas encore. Le lendemain, le téléphone sonne à nouveau. Elle le regarde vibrer sur la table sans décrocher. Aller soigner les gens pour un salaire de misère alors que j'ai des millions qui tombent chaque nuit. Elle rit toute seule. Un rire un peu fou. Un rire de quelqu'un dont le monde a changé trop vite pour qu'elle puisse tout à fait y croire. Avec l'argent qui s'accumule, elle prend une grande décision. Partir. Changer de vie. Changer de décor. Elle visite une maison dans un quartier qu'elle ne connaissait que de loin, qu'elle traversait parfois en taxi en regardant les façades par la vitre, comme on regarde un pays étranger depuis l'avion. Grande baie vitrée qui donne sur un jardin. Carrelage en marbre crème avec des reflets dorés. Piscine extérieure d'un bleu profond entouré de lauriers. Garage pour 2 voitures. Une cuisine 2 fois plus grande que son ancien appartement. L'agent immobilier tente de lui expliquer le prix. Elle l'interrompt. Je prends. Je paye comptant. Il reste bouche bée, le stylo suspendu en l'air. Il s'attendait à une négociation? Pas à ça. Le même jour, elle choisit une voiture, une berline noire, neuve silencieuse, qui donne l'impression de glisser sur l'asphalte sans effort. Elle pose les mains sur le volant et reste là une longue minute. Est-ce que c'est vraiment ma vie? Ou est-ce que je vais me réveiller dans mon lit d'aide-soignante dans 30 secondes? Elle déménage discrètement. Elle cache le sac de gâteaux dans un placard du dressing, derrière ses nouvelles robes. Parfois elle en mange un seul, et reste là à fixer le sachet en tissu sable et son fil rouge. Toi aussi tu en as mangé avant de mourir, n'est-ce pas? Murmure-t-elle en pensant à la vieille dame. Cette pensée ne la quitte jamais vraiment. Une semaine passe. Amara se transforme. Elle achète des vêtements qu'elle n'aurait jamais osé regarder autrefois, pas pour frimer, mais parce qu'elle réalise qu'elle a le droit de se sentir belle. Elle sent bon. Elle prend soin d'elle. Elle va enfin chez ce coiffeur dont elle voyait les vitrines depuis des années en se disant peut-être un jour. Pour la première fois, elle poste une photo d'elle sur les réseaux. Bien habillée. Rayonnante. Sourire naturel, pas forcé. En quelques heures, les réactions arrivent en cascade. Amara. Mais tu as percé. Tu fais quoi dans la vie maintenant? Waouh! La richesse te va tellement bien. Tu as quitté la clinique? Elle rit toute seule en lisant les commentaires. Si seulement vous saviez. C'est beau, la vie. Une vie qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir mener. Voyager, se reposer, profiter sans compter. Elle danse seule dans son grand salon. Elle sourit devant le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne compte plus ses heures. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle regarde la télévision, un son la coupe net. Toc, toc, elle sursaute. Quelqu'un frappe à la porte, lentement, avec insistance. Elle baisse le son. Qui connaît même ma nouvelle adresse? Toc, toc, toc. Elle retient son souffle, et quelque chose en elle qu'elle ne saurait pas expliquer lui dit que ce qui attend derrière cette porte ne vient pas lui apporter de bonnes nouvelles. Elle s'avance lentement, pose la main sur la poignée, ouvre, et recule d'un pas. Kevin, son ex. Celui qui avait disparu de sa vie sans un mot, sans une explication, comme on éteint une lumière. Celui dont la mémoire lui avait fait du mal encore et encore, la nuit surtout, quand le silence devient trop lourd. Il est là, intact, ce sourire qu'elle reconnaissait entre mille, ce regard qui avait toujours su trouver les failles en elle. Amara, murmure-t-il. Je t'ai cherché. Sa voix est douce, presque fragile. Elle garde la main sur la poignée. Kevin, qu'est-ce que tu veux? Il avance d'un pas. J'ai compris ce que j'avais perdu en te perdant. J'ai compris que tu étais la seule vraie chose que j'avais. Et j'ai tout gâché. Un silence. Amara regarde ailleurs. Elle essaie d'être solide mais ses mains ne mentent pas. Kevin continue, doucement, comme s'il avait répété ces mots 1000 fois dans sa tête. Laisse-moi te montrer que j'ai changé. Juste une chance. Juste une. Un souffle long s'échappe d'Amara. Elle sait ce qu'elle devrait dire. Elle connaît ce passé. Mais son cœur, lui, n'a jamais tout à fait tourné la page. Elle s'écarte légèrement pour le laisser entrer. Les jours qui suivent ressemblent à ce qu'elle avait toujours rêvé. Kevin devient attentionné. Présent. Il écoute vraiment pas comme quelqu'un qui attend son tour de parler, mais comme quelqu'un qui retient chaque mot. Il rit avec elle. Il la rassure. Amara, riche et heureuse, veut tout partager. Elle l'emmène dans des endroits qu'elle découvre elle-même. Des restaurants où les lumières sont basses et les plats portent des noms qu'elle prononce encore en hésitant. Des hôtels avec des terrasses qui donnent sur la ville la nuit. Kevin regarde le menu, les yeux écarquillés. Amara. Tu vis comme une princesse. Elle sourit. J'ai décidé de vivre. Vraiment vivre. Et elle ne s'arrête pas là. Elle envoie de l'argent à sa mère au village. Maman, couvre tes dettes, paye tes soins, ne refuse plus rien. Elle finance les médicaments de son oncle. Elle aide une femme qu'elle croise au marché. Les mains vides et les yeux éteints, elle lui glisse une enveloppe en disant simplement « Prenez soin de vous ». Elle règle la facture médicale d'un voisin qui ne savait plus quoi faire. « Tu donnes trop ?» dit Kevin en la regardant. « Quand on a reçu une grâce, on l'étend aux autres » répond-elle. Il hoche la tête, mais ses yeux restent fixés sur l'argent qu'elle manipule avec une aisance nouvelle. Un regard qu'elle ne voit pas, qu'elle ne veut peut-être pas voir.
Un soir dans une suite avec vue sur la ville illuminée, Amara se tourne vers lui. Kevin, je veux qu'on recommence pour de vrai. Pas comme avant. Mieux. Je veux qu'on guérisse ensemble de tout ce qu'on s'est fait. Il sourit. Un sourire lent. Moi aussi, dit-il en couvrant sa main. On va réécrire notre histoire. Cette fois, tu n'oublieras pas ce chapitre. Il embrasse son front. Amara ferme les yeux. Elle croit à ce moment. Mais le spectateur, lui, voit très bien ce qu'elle ne voit pas encore. Ce sourire n'est pas un sourire d'amour. C'est un sourire de calcul. La nuit est calme dans la maison d'Amara. Le ventilateur tourne doucement. La lune traverse les voilages. Amara dort profondément, le visage serein. À côté d'elle, Kevin ouvre les yeux. Il regarde le plafond, puis il tourne la tête vers elle. Son regard est froid. Décidé. Il a déjà tout planifié, chaque geste, chaque seconde. Il se redresse très lentement. Chaque mouvement est mesuré comme celui d'un homme qui a répété 700 dans sa tête des dizaines de fois. Il pose les pieds au sol. Un craquement. Amara frémit dans son sommeil. Il s'immobilise. Retient son souffle. Elle se retourne. Continue de dormir. Il avance. Ouvre le dressing sans un bruit. Ses yeux cherchent. Cherchent. Et trouvent. La valise noire, tout au fond, derrière les robes. Il la sort doucement. La soulève. Le poids lui dit tout. Il l'ouvre. Et ses yeux brillent. Des liasses impeccablement rangées. 320 millions. Il chuchote comme pour lui-même, quelle aubaine. Il sourit. Pas un sourire de joie. Un sourire de prédateur qui vient d'acculer sa proie. Il remplit son sac à dos méthodiquement. Prend un deuxième sac. Entasse autant que possible. La sueur perle sur son front. Il continue. C'est le moment qu'il attendait depuis le premier soir où il avait frappé à la porte. Avant de sortir, il revient une dernière fois au bord du lit. Il regarde Amara dormir. Longtemps. Et murmure. Merci pour tout. Merci pour la belle vie. Il effleure la poignée et disparaît dans la nuit sans se retourner. Le lendemain matin, Amara se réveille en souriant. Elle tend la main vers son côté du lit, froid. Kevin? Pas de réponse. Elle sort de la chambre, cherche dans le salon, dans la cuisine. Kevin? Arrête de jouer. Elle rit nerveusement, puis quelque chose se referme dans sa poitrine, une sensation qu'elle connaît, qu'elle avait oublié pouvoir encore ressentir. Elle ouvre le dressing. La valise est là, ouverte, vide. Non, 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 non. Elle tombe à genoux, les mains dans les cheveux. Une brûlure monte dans sa gorge. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Pourquoi tu m'as fait ça? Ses mains tremblent, sa respiration s'emballe. Elle s'assoit dos au mur du dressing, les jambes pliées contre la poitrine. Les larmes arrivent sans prévenir. Tout remonte. Les sacrifices, le pardon. Les rêves d'un futur à deux. Les soirées où elle avait cru. Les mots qu'il avait dit avec ce sourire. Elle se sent trahie jusqu'au fond de l'âme, humiliée. Naïve, la douleur n'est pas seulement celle de l'argent perdu, c'est celle d'avoir cru, encore une fois, à quelqu'un qui ne le méritait pas. Puis, après de longues minutes, Amara essuie ses larmes. Elle lève les yeux vers le dressing, vers le sac de gâteaux posé sur l'étagère du haut, toujours là, silencieux. Elle expire lentement. Et dit une phrase qui surprend tout le monde. Tu sais quoi? Ce n'est pas si grave. Elle rit. Un rire brisé mais réel. Je suis riche. Ce ne sont pas 320 millions qui vont m'achever. S'il a choisi de fuir avec l'argent, qu'il part. Moi? Ma vie continue. Et sans le savoir, elle vient de commettre une erreur. Croire que l'argent efface la trahison. Les jours passent. Amara s'efforce d'aller de l'avant. Elle répète que Kevin n'était pas le bon. Que ça n'a pas d'importance. Mais son cœur n'est pas tout à fait convaincu. Il y a une petite voix, quelque part, qui ne cesse de répéter. Tu aurais dû savoir. Ce matin-là, elle est dans son grand salon avec un café chaud. Le silence de la maison lui pèse d'une manière nouvelle. Quelque chose la taraude sans qu'elle sache quoi nommer. Puis son téléphone sonne. Numéro inconnu. Elle hésite. Elle décroche. Allô? Une voix calme, presque mécanique. Bonjour. Vous êtes bien Amara? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Nous avons une information urgente concernant Kevin. Le prénom la frappe comme une gifle. Kevin? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Un silence. Long. Pesant. Puis la phrase tombe. Kevin est décédé. Amara se fige. Le monde autour d'elle se décompose lentement, comme une image qu'on efface bord par bord. Pardon? Nous l'avons retrouvé cette nuit. Son corps présentait une dégradation avancée. Un cas extrêmement rare. Exactement le même tableau clinique que certains cas enregistrés récemment dans votre établissement. Les jambes d'Amara cèdent. Elle s'assoit à même le sol. Les images reviennent d'un coup. La vieille dame. Son corps qui se décomposait, ses organes qui fondaient. L'odeur de bois brûlé et d'herbe. Les gâteaux. Et sa phrase. Quand les effets commenceront, n'aie pas peur. Amara porte la main à sa bouche. Son souffle s'accélère. Non. Non, pas ça. Pas lui. Pas comme ça. Et puis le pire la frappe de plein fouet. Kevin était la première personne à avoir profité de son argent. La première. Et la première à mourir. Elle tremble de tout son corps. Elle comprend enfin. Cette richesse n'est pas un cadeau. C'est un piège. Avec un prix qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle murmure.
À peine audible si Kevin est mort. Qui sera le prochain? Après la mort de Kevin, Amara s'accroche à l'idée du hasard. Elle veut croire à une coïncidence. Elle essaie. Mais au fond d'elle, quelque chose ne tient plus. Elle continue quand même. Elle continue de donner. Elle continue d'aider. Elle continue de vivre comme si le doute n'existait pas. Jusqu'à ce matin-là, son téléphone sonne. Elle décroche sans méfiance. Allô Amara? Oui maman. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, je ne me sens pas bien. Mon ventre brûle. J'ai des taches sombres qui apparaissent sur la peau. Comme si quelque chose rongeait de l'intérieur. Amara se fige. Maman? Écoute-moi. Je t'envoie de l'argent. Va à l'hôpital tout de suite. Elle transfère. Elle raccroche. Elle tremble. 5 minutes plus tard, son téléphone vibre à nouveau. Sa cousine qui vit à l'étranger. Amara? J'ai très peur. Ma peau change. J'ai des douleurs partout. Un médecin ici ne comprend pas ce que j'ai. Amara ferme les yeux. Toi aussi? Oui. Je vais à l'hôpital. Amara envoie encore de l'argent. Et les appels se multiplient. Sa tante, son meilleur ami d'enfance, une voisine qu'elle avait aidée au marché, un ancien collègue de la clinique à qui elle avait glissé une enveloppe, pour ses enfants. Tous disent la même chose. Je tombe malade. Mon corps brûle. Je me décompose. Je ne comprends pas. Le téléphone ne s'arrête plus. Il sonne. Il sonne encore. Comme si le monde entier commençait à se fissurer autour d'elle. Amara est en sueur. Elle n'arrive plus à respirer normalement. Elle ouvre son ordinateur. Elle transfère de l'argent à tout le monde. Consultation en urgence. Médecin privé. Médicaments rares. Ses mains tremblent. Elle répète comme une prière, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais les cas augmentent. Tous ceux à qui elle a donné de l'argent tombent malades. Tous, sans exception. Sa mère, son amie d'enfance, sa cousine, sa tante. Même la femme pauvre du marché à qui elle avait glissé quelques billets. Tous ont les mêmes symptômes. Un corps qui commence à se décomposer de l'intérieur. Exactement comme la vieille dame dans la chambre de la clinique. Mais aucun n'est encore mort. Le lien devient une évidence. Elle se saisit du sac de gâteau avec rage. Elle le secoue. Elle tremble. C'était ça? C'était ça le piège? Tu m'as maudit? Tu m'as utilisé? Elle s'effondre sur le sol, en larmes. Et le téléphone continue de vibrer. D'autres appels. D'autres malades. D'autres noms. Le flot ne s'arrête pas. Et les dépenses médicales commencent à dépasser ce que même les 75 millions par nuit peuvent couvrir. Les factures arrivent plus vite que l'argent ne tombe. Amara se tient la tête entre les mains. Seigneur, ce n'était pas une grâce. Ce n'était pas un miracle. C'était un piège. Un pacte dont elle n'avait jamais lu les conditions. Elle comprend enfin la règle cachée derrière tout ça. Plus tu aides avec cet argent, plus tu condamnes. Et maintenant, presque toute sa famille est hospitalisée. Ses amis aussi. Tous à cause de sa générosité. Tous à cause d'elle. Ce soir-là, après des dizaines d'appels, Amara n'en peut plus. La tête lourde. Le cœur vide. Les jambes qui ne répondent plus. Elle se lève pour aller chercher de l'eau, et tombe, brutalement. Le noir total. Quand elle ouvre les yeux, elle n'est plus chez elle. Elle n'est plus dans ce monde. Elle se trouve dans un espace immense, sans mur, sans ciel. Le sol est sombre mais on ne sait pas s'il existe vraiment. Une brume noire flotte comme des tentacules vivants. Des chuchotements viennent de partout et de nulle part. Des milliers de voix sans corps, qui murmurent des noms, des dates, des regrets. Amara se redresse. Mon Dieu. Où suis-je? Une silhouette apparaît au loin. Elle avance lentement. Chaque pas assombrit l'espace autour d'elle. Quand la lumière touche enfin son visage, Amara recule. La vieille dame. Mais ici, elle est différente. Son corps est intact. Ses yeux brillent d'une lumière froide et ancienne. Elle ne respire pas. Elle avance comme quelque chose qui n'appartient plus au monde des vivants. Amara explose. Je suis restée à vos côtés quand tout le monde fuyait. J'ai pris soin de vous. Et c'est comme ça que vous me remerciez? En me piégeant? En condamnant ma famille? Les ténèbres vibrent autour de ces mots. La vieille dame ne se met pas en colère. Elle sourit. Un sourire glacial. Amara. Calme-toi. Elle tourne autour d'elle lentement. Je t'ai offert une vie magnifique. Tu as connu le luxe et l'amour, la liberté. Tu as vécu ce que des millions de gens ne vivront jamais. Amara serre les poings. À quel prix? Ma famille se consume. Mes amis souffrent. Je ne veux plus de cette vie. La vieille dame s'arrête. Ses yeux deviennent rouges comme des braises. Dans notre monde rien n'est gratuit. Tout ce qui brille porte une dette. Tout cadeau cache un contrat. Des silhouettes d'âmes perdues se forment dans l'obscurité, immobiles, comme si elles attendaient le verdict. La vieille dame lève deux doigts. Tu vas choisir, Amara. Et il n'y a que deux chemins. Une lumière blanche apparaît à droite. Une lumière rouge à gauche. Premier choix. Ta famille. Tes amis. Tout ce que tu as aidé. Ils guérissent. Ils vivent. Une longue vie. Elle marque une pause. Mais toi, tu mourras. Amara sent ses jambes se dérober. La vieille dame pointe la lumière rouge. Deuxième choix. Tous ces gens meurent. Leur corps pourrit comme le mien. Lentement. Inexorablement. Les ténèbres murmurent, comme pour confirmer. Mais toi tu guériras. Tu deviendras célèbre dans le monde entier. Riche à jamais. Protégé de tout malheur. Tu vivras comme une reine jusqu'à la fin de tes jours. La vieille dame s'approche. Son visage prend une apparence menaçante. Alors Amara, qu'est-ce que tu choisis? Un silence tombe, si lourd qu'il semble écraser les poumons. Amara ferme les yeux. Elle revoit le visage de sa mère. Sa cousine. Son amie. La femme du marché avec ses mains vides. Elle entend leur voix, leur douleur, leurs pleurs. Elle respire. Ses mains tremblent. Mais sa voix, elle, est calme.
Je préfère mourir pour qu'il vive. La vieille dame s'arrête net. Un mouvement qu'elle ne semblait pas avoir prévu. Tu renonces à tout, à la richesse, à la gloire, à la vie? Amara la regarde droit dans les yeux. À quoi sert de posséder le monde, si on a perdu son âme pour l'obtenir? Les ténèbres se figent. La vieille dame recule. Son sourire s'efface. Son visage se referme. Très bien, Amara. Tu as fait ton choix. Elle lève la main. Un vent noir violent se lève. Tout tourbillonne. Tout s'effondre. Et Amara ouvre les yeux. Elle est sur le sol de son salon, essoufflée, trempée. Le sac de gâteau devant elle, silencieux comme une promesse tenue. Elle comprend que sa décision vient de tout briser. Le lendemain du retour, Amara se réveille avec un poids immense dans la poitrine. Elle sait que son choix ne peut pas être défait. Elle sait qu'elle a donné sa vie pour les autres. Elle ne s'y oppose pas. Elle se prépare à partir avec dignité. Mais soudain son téléphone vibre. Une fois. 2 fois. 10 fois. Des dizaines d'appels. Elle décroche le premier. Amara. Amara, je suis guérie. C'est sa mère, en larmes. Les médecins n'y comprennent rien. Mais tout a disparu. Je vais bien. Ma fille, je vais bien. Maman. Dieu merci. Elle tremble. Un deuxième appel. Amara. Je suis sauvée. Sa cousine depuis l'étranger. Les taches ont disparu. Les douleurs aussi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé mais je suis guérie. Je suis heureuse pour toi. Oh Amara, la voix brisée, puis son ami, puis sa tante, puis le voisin, puis la femme du marché. Tous répètent la même chose, je suis guérie. Dieu m'a sauvée. Les larmes coulent sur les joues d'Amara. Elle devrait danser, crier de joie. Mais quelque chose l'écrase. Elle sait ce qui l'attend. Elle sait que sa fin approche. Les jours suivants, son corps commence à parler. D'abord une douleur dans l'abdomen. Aïe, pas maintenant. Des taches sombres sur la peau. Seigneur, je ressemble à une carte géographique. Puis la fatigue. Une fatigue brutale, comme si on avait éteint son énergie d'un coup. Elle comprend. Elle pose la main sur son ventre. C'est mon tour maintenant. Elle appelle l'ambulance. Même dans la voiture, elle garde une part d'elle-même intacte. Conduisez doucement, dit-elle au chauffeur. Ce serait dommage de mourir dans un accident alors que j'ai déjà prévu de mourir ailleurs. À la clinique, les médecins s'approchent, puis reculent. Exactement comme devant la vieille dame. Exactement comme le premier matin. Docteur, je vous en supplie. Aidez-moi. Le médecin baisse les yeux. Madame, nous ne savons pas traiter ce que vous avez. Personne n'ose entrer. On entend chuchoter derrière la porte. C'est mystique, c'est dangereux. Personne ne comprend. Amara ferme les yeux. Elle est seule, face à la mort, face au prix de son choix. Elle murmure, j'ai vécu, j'ai aimé. Si tout s'arrête ici, au moins ma famille respire. Des larmes glissent doucement sur l'oreiller. Les machines bipent régulièrement. Comme un compte à rebours. La nuit tombe. La douleur s'intensifie. Le souffle se raccourcit. Et soudain un froid envahit la chambre. La lumière tremble. S'éteint. Seule une lueur bleutée reste. La porte se referme toute seule, lentement. Amara ouvre les yeux. Une silhouette au pied du lit. Immobile. Silencieuse. La vieille dame. Amara inspire douloureusement. Encore vous? Pourquoi vous êtes là? La vieille dame avance d'un pas. Son visage exprime une froideur qui n'est plus hostile, qui ressemble presque à de la honte. Amara. Je viens t'offrir une dernière chance. Reviens sur ta décision. Choisis ta vie. Laisse les autres suivre leur propre chemin. Amara serre les dents. Chaque mot lui coûte. Non. Je ne reviendrai pas en arrière. Que les autres vivent. Même si je dois mourir. La vieille dame la regarde. Longtemps. Comme si elle entendait ces mots pour la toute première fois de toute son existence. Tu veux vraiment mourir pour eux? Amara ferme les yeux. Oui. Un silence absolu envahit la chambre. Même les machines semblent s'arrêter de respirer. La vieille dame s'approche. Pose sa main froide comme de la pierre sur celle d'Amara. Amara. Tu ne sais pas ce que tu viens d'accomplir. Plus de 4000 personnes avant toi ont signé ce pacte. 4000. Toutes ont choisi l'argent. Toutes ont sacrifié leurs proches. Aucune n'a refusé. Aucune. Jamais. Amara ouvre les yeux. Pourquoi vous me dites ça? La vieille dame tremble. Et ses yeux se remplissent de larmes, les premières larmes vraies qu'elle semble avoir versées depuis des siècles. Parce que moi aussi. J'ai été à ta place. Et j'ai choisi l'argent. J'ai sacrifié les miens. Et quand ils sont morts, c'est moi qui suis morte aussi. Je suis prisonnière de ce pacte depuis des siècles. Sa voix se brise. Et toi? Tu as fait ce que personne avant toi n'a jamais fait. Tu as choisi leur vie. Ton amour a brisé la malédiction. Elle essuie ses larmes. Demain matin, tu guériras. Amara ouvre grand les yeux. Quoi? Mais j'ai choisi la mort. La vieille dame secoue la tête doucement. C'est précisément pour ça que tu vivras. La malédiction est terminée. Tu ne cracheras plus jamais de billets. Mais chaque fin d'année, 1 milliard apparaîtra sur ton compte. Sans sacrifice. Sans condition. Sans personne qui tombe malade. Amara respire avec peine. Alors. C'est vraiment fini? La vieille dame sourit. Tristement, mais sincèrement. Comme quelqu'un qui se libère en même temps qu'il libère les autres. Oui. Et sache ceci, tu es la seule personne dans toute l'histoire de ce pacte à avoir préféré l'amour à la richesse.
La lumière s'éteint. La vieille dame disparaît. Le matin arrive. Une infirmière entre pour vérifier les constantes. Elle pousse un cri. Madame Amara. Vous êtes guérie. Amara est assise dans le lit. La peau intacte. La respiration normale. Elle regarde ses mains lisses, sans hache, sans craquelure. Je peux rentrer chez moi. La nouvelle se répand dans toute la clinique. Des médecins s'arrêtent dans le couloir pour la regarder passer. Amara quitte la chambre sachant que sa vie, désormais n'appartient plus aux ténèbres. Elle lui appartient à elle et à elle seule. Les mois passent. Amara retrouve sa santé, sa paix et sa liberté. Et comme promis, à la fin de l'année, 1 milliard apparaît sur son compte. Sans cri. Sans douleur. Sans mort. Juste une récompense pour un cœur qui a choisi l'amour quand tout l'invitait à choisir l'or. Aujourd'hui, Amara est riche. Très riche. Elle vit dans une maison lumineuse. Elle voyage. Elle construit des écoles dans des villages qui n'en avaient jamais eu. Elle finance des cliniques pour ceux qui n'ont pas accès aux soins. Elle paye des opérations pour ceux qui n'ont rien. Son nom est connu dans toute la région. Pas comme une célébrité. Comme une femme qui a traversé le pire et choisi le mieux. Parfois, seule dans sa chambre, elle pense à Kevin. Un voile de tristesse passe. Dommage, murmure-t-elle. Il aurait pu choisir autrement. Mais elle ne pleure plus. Elle sait qui il était devenu. Un homme qui avait choisi le vol au lieu de la fidélité. Et dans cette histoire, chacun récolte ce qu'il a semé. Kevin a eu ce que mérite la trahison. Amara a reçu ce qu'obtient l'amour véritable. Car une seule vérité traverse tout son destin. Ceux qui choisissent l'argent au lieu des gens finissent toujours seuls. Mais ceux qui choisissent les gens finissent toujours bénis. Aujourd'hui, Amara est riche. Pas seulement d'argent. Mais de paix, de gratitude et d'une joie que rien ne peut acheter. Et tout cela a commencé par un seul geste. Un soir, elle a choisi de rester dans une chambre que tout le monde fuyait. Ce jour-là, elle ne le savait pas encore mais elle avait déjà choisi la vie. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, abonne-toi et partage. Ça m'aide vraiment à continuer à te raconter des histoires qui font réfléchir. Merci à toi.